Je vais commencer simplement par une introduction. Déjà, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Gilles, est-ce que tu peux te présenter et après nous présenter Triptyque? Donc pour commencer, qui es-tu? D'où viens-tu? Comment vas-tu? Que fais-tu? D'abord, je vais bien. D'abord, je vais bien. Je m'appelle Gilles Lafranc, je suis le gérant de la société Triptyque. Ça fait maintenant plus de 15 ans que Triptyque existe et moi, je fais de l'informatique depuis plus de 30 ans. C'est vraiment une passion et on continue à la transmettre par le biais de Triptyque et par le biais de tout ce qu'on peut faire en dehors de Triptyque. On est bien ça probablement. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir. Je pense que tu as de toute façon un beau, grand et long parcours à nous raconter. Si on veut raconter, ça va être plus simple. Libre à toi de comment dire, d'être très détaillé ou alors plutôt succinct. Mais c'était ma prochaine question. Quel est ton parcours avant de lancer Triptyque justement? Alors, quel a été ton parcours? Un parcours très étonnant. Je l'ai pas du tout dans la lignée classique. Donc non, je n'ai pas fait d'études en informatique, mais passionné depuis très longtemps, donc depuis mes 12 ans. J'ai fait médecine. Je m'appelle souvent médecin raté puisque j'ai arrêté au bout de la deuxième année. J'ai continué j'ai persisté, j'ai fait la chimie analytique. Bon, là, j'ai terminé. Et puis, à ce moment-là, travail en chimie, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, je me suis lancé dans l'informatique. Là, j'ai eu un premier job très rapidement comme administrateur réseau. À l'époque, on revient 25 ans en arrière, c'était un peu plus facile qu'aujourd'hui. Mais voilà, effectivement, la passion m'a amené vers l'informatique, vers ce premier job d'IT manager. Et puis, je suis devenu, quelques années plus tard, directeur informatique du Sparco. Ouais. Où là, j'ai eu l'occasion de faire énormément de choses et d'aller dans énormément de voies de l'informatique. Tout le monde pense l'informatique sur les serveurs, le back-end, le front-end, mais là, pas du tout. Il y avait tout ça. Mais surtout, il y avait tout ce qui était multimédia, donc interactivité, écran tactile, manette, exposition, interactive. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être tu peux nous définir le Sparco, ce que c'est. Sparco, c'est un parc d'aventure scientifique. Oui. Mais comme ça avant d'ailleurs. C'est 36 000 mètres carrés d'exposition en intérieur, en extérieur, à Famery, sur un ancien charbonnage. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur les sciences, parce que on a toujours été un peu faible en sciences au niveau de l'éducation belge. Donc, l'objectif de ce programme-là, c'était de remettre les sciences en valeur. Et donc, voilà, interactivité avec des jeunes, des moins jeunes et des personnes plus âgées, on va dire, parce que c'est vraiment un tout public, quoi. C'est vraiment quand même une grosse responsabilité, finalement, pour quelqu'un qui ne se destinait pas de base absolument à l'informatique. Avec plein de challenges, avec plein de choses à apprendre, énormément d'éléments. J'ai eu l'occasion d'aller voir toute une série de musées en France, en Hollande, même plus loin, mais vraiment, et de voir beaucoup d'artistes et de muséologues intégrer l'informatique dans les expositions du Canada, de l'Allemagne, de l'Autriche, vraiment partout. Vraiment une expérience très intéressante, mais en n'oubliant pas la partie informatique. Et informatique, ouais, cette fois-ci, c'est tout les contrôles d'accès, la restauration, la réservation, la billetterie, les dossiers, enfin voilà, tout ce qui existe évidemment, mais avec cette petite touche complémentaire qui était vraiment challenging. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris ce travail-là à cœur, on va faire du multimédia, qui était une envie à l'époque. La digitalisation n'était pas comme aujourd'hui aussi connue. Mais là, c'était vraiment on avait des écrans qui faisaient 15 mètres de base, par exemple, donc avec des éléments où un cube où toutes les images étaient synchronisées. Tout ça aujourd'hui paraît qui était révolutionnaire pour l'époque. Donc, quand on met les choses dans leur contexte, c'était non seulement un challenge technique, mais aussi révolutionnaire en son temps. L'équipe qui m'accompagnait au pas, c'était vraiment extraordinaire. Ils trouvaient toujours des solutions aux problématiques qu'on rencontrait. Bêtement, passer un câble USB de 15 mètres dans un tuyau qui est tout petit. Alors voilà, on a des personnes qui ont trouvé des solutions extraordinaires. Voilà, c'est vraiment des exemples très simples. Oui. Ça donne un peu. Voilà, après ça, après je suis parti dans la consultance parce que voilà, je voulais bouger, je voulais aller voir. Et là, j'ai eu l'occasion d'être consultant pour toutes les grandes boîtes pendant quelques années. Et puis après, voilà, je me suis dit, on va se lancer, on va créer une société alors à l'époque, dans le développement de Flash, puisqu'on faisait un grand gourou de Flash et de tout ce qui se faisait autour de ça. Donc là, j'ai fait le tour des conférences et des formations que j'ai pu donner. Et puis, on a lancé une boîte. Triptyque, au départ, ne faisait que du Flash. Comme vous le savez probablement, Flash
ça s'est fait détruire par Apple à un moment donné. Donc là, on a dû se réinventer. Et ça, c'est un mot important dans ma bouche aujourd'hui, se réinventer. On se réinvente tout le temps. Donc, dans le métier du digital, se réinventer, c'est essentiel pour pouvoir durer dans le temps. Ça, pour moi, ça fait une des valeurs, se remettre en question, se réinventer et revoir comment on fait les choses, ça devient une vraie valeur essentielle. Puis en effet, je pense que le milieu du digital, c'est quelque chose qui évolue tellement vite, tellement fort, sans jamais s'arrêter, que on est obligé en fait d'évoluer avec lui, de se tenir à jour et. Alors ça va très 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 vite. Oui. Et les jeunes qui arrivent sont de plus en plus malins, ils vont encore plus vite que ce que nous on peut connaître. Ça c'est vraiment une force. Les outils évoluent très vite. Donc on parle d'IA, on parle d'XR, on parle d'énormément de choses. Il faut effectivement se tenir à jour. Et après il faut essayer d'avoir une vision, une stratégie, parce qu'on peut pas aller dans tous les chemins. Mais là, oui. dans le digital, effectivement, il faut essayer maintenant de dire on va faire ceci, on va faire cela. Et là, c'est vraiment important. Ok. Et tu m'expliquais que après avoir fait ta partie de carrière en consultance, c'est là que tu t'es dit que tu allais lancer Triptyque. Est-ce que c'était déjà une idée qui te trottait quelque part dans la tête, quelque chose qui était là dans un coin depuis quelques années déjà, ou alors ça a été plus un momentum où tu as saisi une opportunité? Alors, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que être entrepreneur, ça, on l'a ou on l'a pas. Ça, c'est on peut l'obtenir, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de faire, d'essayer. Voilà. Ouais. Et donc, ça, j'aime bien les Américains ou les Anglais, ils n'ont pas peur d'essayer, de se tromper. Bon, malheureusement, en Europe, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas se tromper, sinon on est marqué à vie, il n'a pas bien géré ceci ou cela. Mais, voilà, pas forcément. Alors, pas fait des études pour le managerial, hein, donc je partais de zéro à ce niveau-là, mais très intéressé. J'ai lu énormément de choses. Je fais de la consultance auprès de beaucoup d'entreprises qui m'ont donné des cadres, donc j'ai eu l'occasion de faire énormément de mes écoles quelque part sur cette bande de la consultance. Mais derrière, il y a eu un moment effectivement où on avait de plus en plus de projets, où on travaillait toujours avec les mêmes personnes pour les développer, et on s'est dit bon. Maintenant, il faut qu'on structure ça autour d'une entité. Et donc, le momentum dont tu parlais, c'est celui-là. C'est de se dire, là, maintenant, il faut qu'on grandisse. Et là, on a grandi et on a créé cette société pour répondre à un besoin qui était, à l'époque, imminent. C'était un peu le besoin aussi qui a créé l'envie. C'était le besoin qui a créé l'envie et puis le besoin de structure. Plus on a avancé, plus on se dit, donc, il faut qu'on se voit beaucoup plus souvent, il faut qu'on travaille de cette manière-là, il faut qu'on structure. Donc ça, c'est clair. Donc ça, c'est une première étape. La première étape, c'est de créer la société. Ouais. La seconde étape, c'est d'engager ses premiers employés. C'est encore une autre étape. C'est-à-dire, gérer le personnel, je l'avais fait avant, bien entendu, mais gérer son propre personnel, essayer d'avoir une vision en tant que manager, c'est pas du tout un objectif initial. En tout cas, si, on peut le prévoir, mais quand moi je le fais, c'est pas du tout un objectif initial, mais ça a coulé de source. Et là, effectivement, ça a fait un déclic chez moi en disant, voilà, c'est super bien de pouvoir déléguer un travail avec les personnes qui sont autour de soi, leur faire confiance et pouvoir ne pas du tout, pouvoir laisser les clés. J'aime bien dire, je laisse les clés et je sais que tout va fonctionner et tous les projets vont être menés à bien et correctement. Voilà. Ça, c'est un petit peu là. Quand tu as saisi cette opportunité, autant par le besoin, mais par l'envie aussi d'ajouter de la structure et créer ça. Est-ce que justement tu t'es dit je vais faire ça différemment que ce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter à travers la consultance ou à travers tes expériences passées, etc. et te dire la société que j'aimerais créer, je vais lui inculquer des valeurs qui vont être différentes de celles que j'ai pu connaître. Alors oui, parce que forcément, quand on est dans des grands groupes, dans la consultance, voilà, on sait ce que ça peut donner en termes de valeurs humaines. Donc là, dès le départ, bon, les valeurs étaient technologiques. On commence toujours par un point. Donc on adore la technologie chez Triptyque et on y va à fond. On fait de l'open source, on y consacre beaucoup de temps, des énergies. Mais derrière ça, il y a tout ce qui est valeurs humaines, c'est-à-dire la famille, le temps pour soi. La non-exagération dans les heures supplémentaires, voilà. Donc, et la passion. Quelque part, ce sont nos valeurs qui représentent bien Triptyque. Donc, technologie, valeurs humaines, la famille, la passion, c'est vraiment des choses qui représentent, je pense, bien Triptyque. Et je pense que c'est pour ça que,
la même personne se retrouve bien chez nous quand ils viennent faire des stages, ce genre de choses, parce qu'on essaye d'inculquer aussi aux jeunes qui arrivent ces passions. Voilà, tout le monde n'est pas arrivé au même niveau au même moment, mais donc c'est quelque chose qu'on doit amener gentiment vers ces valeurs-là. Je pense qu'on y adhère facilement quand on est dans le même mode de fonctionnement ou pas du tout. C'est un autre débat. Ok, bah c'est très intéressant en tout cas, et c'est vrai que moi-même faisant partie de Triptyque, qui a la chance de travailler avec toi et avec tous nos collègues, ben je peux le confirmer aussi de ma propre expérience personnelle et un passé personnel que les choses se passent différemment ici et on s'y sent bien. C'est vraiment quelque chose. On sent que tu y as mis un point d'intérêt particulier. Moi, je dis toujours les sociétés qui se disent à valeur familiale comme ça, c'est un peu comme les républiques démocratiques. La seule chose que sont pas, c'est démocratique. Et ici, chez Triptyque, c'est réellement ça. Ouais. On le met pas trop en avant. C'est ce côté familial parce que justement, ça fait peur aux gens parce que en général, c'est l'inverse. Mais là, vraiment, effectivement, c'est assez, ouais, c'est très très chouette. Ça fait, en tout cas, ça fait plaisir, ça fait du bien de. On me demande toujours pas au bureau, quoi. On me demande toujours jusqu'à combien de personnes tu penses que tu vas engager. Ma réponse a toujours été, tant que je connais leur prénom, leur nom, et que je sais ce qu'ils font en dehors du boulot, ça va. Au-delà, ça n'ira pas. Ouais. Voilà, ça peut être beaucoup de personnes, mais c'est vraiment important de se dire, nous sommes au travail, pratiquement 8 heures par jour. Oui. 8 heures par jour, tous ensemble. Ce serait dommage de ne pas être passionné, ce serait dommage de ne pas s'apprécier. Donc, c'est vraiment, voilà, si on part sur ce principe-là et que les gens viennent en étant contents de venir, voilà, on a déjà gagné quelque chose. Exactement, je partage ça. C'est pour ça qu'on s'entend tous bien ici. Steph, une petite présentation peut-être? Oui, par rapport à mon parcours aussi, donc, chez Triptyque, je suis donc executive manager, c'est-à-dire que je fais tout faire. J'aurais parlé porte des toilettes. Aujourd'hui, je vais déménager demain. Voilà, donc voilà, je suis un peu le bras droit de Gilles. Par rapport à mon parcours, il est, je vais pas dire qu'il est atypique, mais bon, c'est sûr que j'ai pas démarré non plus du tout dans l'informatique. J'ai commencé mes études à la base, c'est infographie à Saint-Luc à Bruxelles. Donc ça veut dire infographie, c'est vraiment tout ce qui est création graphique, mais à destination écran. Donc pas du tout le pré-presse et tout ça. Je me suis spécialisé dans le pré-presse après, même sinon j'avais ça. Et avec une spécialisation quand même dans le web. Ok. À l'époque, on n'avait pas Internet pour apprendre le web, donc j'ai appris ça avec des livres. Et donc oui, à l'époque, on n'avait pas la CSS et tout ça, donc c'était vraiment antédiluvien. Et j'ai directement très vite accroché à la nouvelle technologie qui était Flash, qui permettait quand même pas mal de choses. Et en l'occurrence, c'est mon prof à l'école, mon prof d'HTML, qui avait été malheureusement pour lui, on a lancé prof d'HTML parce que de toute l'école, c'était le seul qui avait Internet. Donc, on dit que c'est pour toi. Et donc, on a appris HTML en même temps. Et il a suivi une formation avec Gilles en Flash. Il s'est dit, ouais, ça a l'air quand même intéressant. J'allais dire justement, vous êtes là tous les deux en même temps parce qu'il y a une raison aussi. Et ouais. Vous vous retrouviez. En fait, il avait suivi. À l'heure actuelle, vous êtes croisés. Non, c'est pas anodin. Non, pas du tout. Non seulement on s'est croisés, mais je lui ai donné cours de Flash. Et puis, j'ai donné cours à son école, de Flash aussi. Alors, c'était assez impressionnant. Et de fil en aiguille, on a travaillé, parce que Stéphane a vite pris une pli sur Flash, et donc il est venu nous aider dans les différents projets qu'on avait. Okay. Oui, tout à fait. Ok. Et oui, et donc quand je suis sorti de l'école, je me suis pratiquement directement mis indépendant complémentaire. Pour pouvoir aider Gilles. Mais je travaillais en même temps dans une société de marketing direct qui faisait essentiellement des sites promotionnels, donc des sites éphémères pour des produits, ce genre de choses-là. Et je trouvais pas trop mon compte là-dedans parce que j'ai travaillé après encore dans une autre boîte qui fait du marketing aussi. Je m'y plaisais vraiment bien. Mais il y a eu une première crise économique où on n'a pas du tout senti de problème économique du tout. Et je me disais, c'est quand même grave de gagner ma vie à essayer de vendre à des gens des produits dont ils n'ont pas besoin. Donc j'avais un petit peu du mal avec ça. Ouais, quand même. Et donc là, je savais pas trop comment m'en sortir. Mais dans cette société-là, j'étais quand même assez haut placé. J'étais le numéro 2 de la boîte. En fait,
peu comme ici maintenant, mais à l'époque. Et à ce moment-là, Gilles, quand t'as créé Triptyque, il m'a contacté pour voir si je voulais créer avec lui. Et je me disais, mais là, actuellement, j'ai tous les avantages sans les inconvénients de posséder ma société. Donc, bon, ça m'intéressait pas trop. Au final, il m'a pardonné. Je suis là. Mais voilà, donc là maintenant ici, vraiment, je suis boulonné dans Triptyque. Et ce que j'aime bien aussi, ce sont les projets où on est quand même beaucoup plus axé sur les utilisateurs, sur l'aide aux utilisateurs. On travaille beaucoup pour le public, on travaille pour des sociétés dans les soins, ce genre de choses-là. Donc voilà, je me sens un peu plus à ma place là-dedans. Allez, c'est très bien. Je pense qu'on peut revenir sur les conseils que vous pouvez donner tous les deux, autant toi Stéphane que Gilles, au niveau de la carrière pour des jeunes et des moins jeunes finalement, parce qu'on voit tous les types de profils qui peuvent se lancer. En fait, c'est ça aussi, je pense, la force du digital, c'est que il y a très peu de barrières finalement, et encore moins de barrières à l'entrée que d'autres domaines. Donc, selon toi, mais je vais dire selon vous deux, quelles sont les étapes indispensables pour vous pour entamer une carrière dans le digital à l'heure actuelle? Parce que le milieu a quand même pas mal évolué par rapport à ce que vous nous avez expliqué avec votre parcours, etc. Alors, je pense que par rapport à notre parcours, il y a un point commun. Donc, celui qui voudrait commencer aujourd'hui la digitalisation, c'est la passion. Si vous n'êtes pas passionné par l'envie, je vais donner un exemple, de créer un site internet et que vous ne voyez pas comment y arriver et vous ne donnez pas les moyens d'y arriver, c'est déjà un mauvais signal. C'est-à-dire que le digital ne va pas vous amener ce que vous en espérez. Donc, c'est la première chose. Mais ça, quoi qu'on fasse, la passion, aimer ce qu'on fait est un bon conseil pour commencer. Ensuite, oui, quel que soit votre niveau d'études, il y a moyen de rentrer aujourd'hui dans la digitalisation, à coup d'efforts plus ou moins grands, bien entendu, par de l'auto-formation, par des formations en centre de compétences, par les écoles. Donc pour moi, il y a toujours deux lignes aujourd'hui pour arriver à atteindre son résultat. Soit on est dans une ligne classique, je vais dans une haute école ou université et je fais l'informatique ou les mathématiques ou l'ingénierie. Donc là, j'ai un bagage relativement important qui me permet d'accéder rapidement dans le travail, le travail d'informaticien. Mais on est toujours en Belgique dans du classique, donc pas forcément c'est pas toujours évident de se dire que ça va fonctionner du premier coup. Donc parce qu'il y a beaucoup là, par contre, on a pas mal de barrières à l'entrée, et Amaury, qui viendra après, nous en parlera de comment son parcours a été. Puis mon parcours, c'est bon, mais voilà, j'ai fait des études qui étaient quel que soit leur niveau, et puis je veux me lancer. Je suis prêt à rester 8 heures devant un écran. Ça aussi, ça fait partie aussi. Et une fois qu'on a passé ça, on peut passer soit dans notre formation, comme je l'ai dit, soit aujourd'hui, on a quand même la grande chance d'avoir le centre de formation qui forme sur des formations qualifiantes, sur plus de 6 mois de travail. Et là, on est dans un parcours où on va accompagner le stagiaire pendant 6 mois pour lui donner les bases nécessaires, sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour postuler, soit pour un stage, soit pour entrer dans une entreprise, comme c'est le cas chez Triptyque, en fait. Mais il faut jamais oublier que c'est un début. Je me disais dès le départ, dès qu'on a passé cette étape de dire j'ai acquis une compétence, on va la remettre en question tout le temps, parce que ça bouge tout le temps. Et Stéphane en est l'exemple. Stéphane est passé d'infographiste. Aujourd'hui, c'est mon bras droit. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le UX research chez nous. Mais il est capable de faire de l'HTML, il est capable de faire du JavaScript, il est capable de faire du design, de la vidéo. La remise en question, elle a été, pour nous en tout cas, permanente. Et donc, ça fait partie, quand on dit qu'on est passionné, c'est bien, mais ça fait partie aussi des besoins, de la motivation de la personne qui va rentrer, c'est-à-dire, je sais que je dois remettre à jour, régulièrement. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Oui, vraiment, totalement. Il faut se mettre à jour régulièrement, il faut se tenir informé de ce qui se fait, faut surtout pas être réfractaire avec les nouvelles technologies, les appréhender et voir si elles sont intéressantes ou pas, si on peut en faire quelque chose ou pas. Et ça c'est le plus dur, je dirais, c'est de savoir si elle sera pertinente dans le futur. Parfois on se trompe, regarde Flash. Mais c'est la mise en question est là. C'est vraiment pour juste l'image. Je visualise toujours ça comme un peu une grande vague, et on surfe et on continue à avancer.
ou alors on se la prend un peu de plein fouet et on peut finir un petit peu submergé, quoi. Donc, ouais, ou encore pire, tu restes derrière. Oui, je peux toujours rester derrière. Ça, c'est le gros souci est celui-là, c'est rester derrière. Pour moi, c'est parce que prendre une vague, c'est comme un enfant qui tombe. Oui. Il est tombé, il va se ramasser, il va continuer. Et c'est l'apprentissage, hein. Oui, c'est l'apprentissage. On rate, on se relève, et on retombe, et on se relève, et on retombe, jusqu'au moment où on c'est littéral. Et donc, c'est vraiment ça. Parce que vraiment, et là, par contre, dans l'apprentissage de la digitalisation, typiquement dans la programmation, il y a des niveaux où à un moment donné, on va, les concepts, il y en a plus simples que d'autres, et il y a des moments, il y en a, il faut un peu plus de temps pour en acquérir certains. Moi, je parle d'expérience, la programmation orientée objet, pour moi, ça a pris un long temps, c'est 6 mois dans mon cerveau avant que ça me sorte comme ça. Donc, je comprends pourquoi, je comprends. Voilà. J'étais autodidacte, donc j'ai tout appris dans les bouquins. Donc c'est pas aussi simple que l'on peut pas, mais il y a des concepts comme ça qui sont de dire, celui-là, il m'a pris un certain temps, ça a été une marche plus longue, plus haute que les autres. Et ça, c'est vraiment, bon. Alors, pour revenir sur le sujet de dire comment est-ce qu'on peut arriver dans l'informatique, voilà, les deux chemins sont là. Ils sont aussi difficiles l'un que l'autre. Hein. Il y a pas de nuance. C'est pas plus facile de faire 3 années d'études et 4 ou 5 et de venir travailler, ou de faire 6 mois de formation avec un autre bagage et de venir travailler. Comme tu l'as très bien dit, les barrières jusqu'à présent sont relativement basses. Il y en a quand même, hein, la biochimie, la prévention, voilà. Mais si on a ces acquis-là, on peut arriver à ce qu'on veut avec du temps, de l'acharnement, de l'engouement et de la passion. Lancez-vous. Exactement, lancez-vous. Je pense pas de lancez-vous. Non, mais je ne peux qu'adhérer à ce discours-là. Quelle est pour toi la plus-value d'une formation pour quelqu'un qui finalement a déjà des compétences de base, et surtout la plus-value d'une formation en centre de formation et non pas comme on pourrait dire, en autodidacte par soi-même via le web, tous les moyens qu'on a. Il y a deux choses. La première, c'est de dire, avoir une formation en centre de formation, ça va accélérer l'apprentissage, puisque c'est 7 heures par jour pendant X semaines, X mois. Et donc, forcément, on est dedans tout le temps. Oui. Et vraiment, ça va donner un coup de boost à l'apprentissage qu'on n'aurait pas forcément si on est devant un écran seul. C'est la première chose. La seconde chose, c'est lorsqu'on est seul devant son écran, en autodidacte, malgré tous les moyens qu'on a de communication, d'échange, de partage, tous les tutos qui existent, il y a des moments où on arrive sur une marche qui est compliquée. Et celle-là, quand vous êtes seul, elle est toujours compliquée. Tandis que quand vous êtes en centre de formation, avec un professionnel dont c'est le métier de donner cours, mais surtout c'est son métier est celui qui est en train de vous enseigner. Et là, forcément, on va gagner du temps pour passer cette marche. On va diminuer la difficulté de cette marche qui pourrait être quelque part contraignant et rebutant pour quelqu'un qui s'affronte seul à cette difficulté. Là, on va justement essayer de faire passer cette barrière de la crainte de pas savoir le faire, de ne jamais y arriver. Donc c'est vraiment l'intérêt de la formation en centre de compétences. Chez Critique, on travaille depuis très longtemps avec le partenaire de formation Quai Technocité. Très clairement, on a créé des formations avec eux, avec un véritable enjeu pour remettre les personnes au travail. Et on construit avec eux tout le temps les nouvelles formations, les nouveaux métiers qui apparaissent. C'est un travail constant de se remettre en question, de nouveau, le renouvellement, et d'amener des vraies formations, avec une véritable valeur ajoutée à la fin. Oui. C'est-à-dire, on a vraiment donné suffisamment de compétences à l'apprenant, en tout cas, celui qui s'est donné à fond, et tu sais de quoi tu parles, puisque tu viens de cette filière-là. Tout à fait. On a amené des véritables compétences qui permettent à quelqu'un d'accéder au domaine de l'emploi. Au niveau de triptyque, toujours par rapport à cette notion de formation, au niveau de triptyque, est-ce que toi, tu as voulu à un moment instaurer un parcours défini ou non, mais en tout cas un certain processus d'apprentissage continu pour ton équipe? Alors, l'apprentissage continu, oui. Donc, d'abord, on essaye de faire des formations en interne. Donc, typiquement, on part une semaine par plus ou moins tous les 2 ans pour faire de la formation intensive cette fois-ci, où là, on se forme. Mais pas tous nos employés sont des formateurs et donc forment toute l'année.
c'est beaucoup d'avantages pour moi, parce que quand quelqu'un doit donner cours, il doit maîtriser ce dont il va donner cours, donc on leur laisse du temps pour préparer, et ça, en tout cas, voilà, en tant que patron, je vais dire comme ça a une véritable valeur ajoutée, parce que au plus ils donnent cours, au plus ils maîtrisent leur matière, au plus ils sont efficaces, productifs, et ils sont pleins de bonnes idées. C'est-à-dire que quelqu'un qui apprend sa matière dit mais tiens, on devrait faire ceci, on devrait mettre en place cela. Et là, je dois dire que l'équipe en interne, ils ont toujours plein d'idées intéressantes qu'on essaie de mettre en œuvre et qu'on essaie d'appliquer. On aura le témoignage d'Amaury et Sébastien justement après. Tout à fait. Et donc ça, c'est la première étape. Ils donnent cours. Après, oui, quand on prend quelqu'un chez Triptyque en stage, depuis maintenant, alors on n'était pas aussi structuré Aujourd'hui, ça a pris quelques années, mais on a toujours amené la formation, et c'est un maître mot, puisque ils ont accès à quelqu'un qui voudrait avoir un bouquin ou une formation, ça peut demander, mais par défaut, on leur donne les accès à une bibliothèque de formation en ligne, on leur donne des accès à des bouquins qu'on a et qu'on estime être une bonne valeur ajoutée lors du parcours de formation. Et oui, maintenant, on a un parcours d'intégration pour tout stagiaire ou tout employé qui rentre chez Triptyque. On va dire que ça peut aller entre 2 semaines et 1 mois, 2 mois pour avoir vu comment ça fonctionne chez nous. Et voilà, après, le pair programming fait partie pour moi de la formation continue. Tout ça est important dans notre parcours actuel. Et donc, c'est jamais perdre du temps que de se former, c'est jamais perdre du temps que d'être à plusieurs sur les écrans, malgré que ça coûte cher, souvent. Sur un écran, mais c'est jamais une perte de temps, parce que on est toujours en train de former l'autre et quelque part de se déformer de ses erreurs. Quand quelqu'un dit attention, vous l'avez fait comme ça, on le ferait pas comme ça, c'est une déformation qu'on va faire cette fois-ci pour reformer et ça fait partie des éléments clés, je pense, qu'on a mis en œuvre chez Triptyque. On le ressent aussi, en tout cas moi je peux en témoigner du fait que en effet on le ressent dans le travail aussi, on s'améliore. Oui, voilà, et l'amélioration continue passe par ça. Elle passe par le challenging, la remise en question, l'évolution. On a beaucoup de chance. On a des gens très très doués, donc qui en plus passent leur passion aux ceux qui n'ont pas tout compris et qui n'ont pas le temps. C'est vraiment intéressant d'avoir notre écosystème aujourd'hui chez Triptyque. C'est le partage aussi, qui est le lien avec les valeurs humaines dont tu parlais juste avant. Et toi, personnellement, est-ce que tu effectues une veille technologique, justement, pour diriger aussi, diriger les choses? Voilà. Donc, aujourd'hui, tu as bien dit, je dirige les choses. Je m'appuie beaucoup sur, aujourd'hui, je peux m'appuyer beaucoup sur les personnes qui sont là. Et c'est très bien, ça permet d'avoir un véritable échange. Après, moi, je ne lis pas de romans. Je lis du code. Donc oui, je fais de la veille sur GitHub, je lis énormément de code source, je lis énormément d'articles sur ce qui va arriver, ce qui peut arriver, justement pour essayer d'avoir, alors non pas l'expertise technique, parce que ça je sais que l'équipe va pouvoir l'apprendre, ça c'est vraiment, là on parlait de délégation, donc voilà, ça c'est vraiment très bien. Par contre, c'est de se dire, dans les 2-3 ans, où est-ce qu'on va se mettre, comment est-ce qu'on va se positionner, et comment est-ce qu'on va pouvoir vendre nos services de manière intéressante, et non pas seulement pour nous, mais intéressante pour nos clients. Et donc oui, la veille technologique, on l'a fait. Je vais de temps en temps en conférence. J'allais beaucoup plus avant, mais depuis le Covid, je trouve que les conférences sont nettement moins, et on peut les faire en ligne, donc on a toute une logistique en moins. Mais voilà, c'est une chose. La deuxième chose que je veux aborder dans ce sujet-là, c'est le fait qu'on fasse de l'open source. On fait de l'open source critique, on développe en open source, on essaye de rendre de toutes les manières possibles vers les communautés dans lesquelles on est, mais c'est vraiment là on a cette grande chance, en tout cas moi je l'ai, c'est de vivre des éléments que je n'aurais pas pu vivre parce qu'on est une trop petite structure, on n'est pas non plus mais là avec ces communautés open source, ils ont mis en place toute la structure nécessaire que pour faire de la veille technologique, pour l'annoncer, pour la développer, pour la mettre en œuvre, et on y participe. En plus, on participe avec eux, on développe avec eux. Voilà, ça c'est vraiment un élément clé dans ma veille technologique, c'est de m'intéresser aux projets open source qui existent, et quand j'en trouve un qui me correspond totalement, alors on s'y intéresse, on s'y intègre, je le partage avec l'équipe, on voit comment on fait, et
on en a qui maintenant développent bien plus que moi dans cette communauté, mais c'est tout l'intérêt. On revient sur la valeur, le partage. Donc, les du moins 2500 développeurs qu'il y a aujourd'hui internes dans MVOJS, je les connais pas tous, mais ça nous permet de voir des choses très, très sympas avec de l'évolution permanente et de remise en question permanente. Mais ça pourra clairement faire le point, le sujet d'un podcast entier à venir pour, par exemple, parler des meilleures initiatives dont on fait partie. Et, toutes ces choses par rapport à l'open source, je pense qu'on peut en parler très longuement. Oui, chez Triptyque, on peut en parler très longuement parce que c'est vraiment pour moi, c'est pas une religion parce que je n'aime pas le mot religion, mais c'est vraiment, je crois en ce partage des éléments et ça me permet de réduire fortement les craintes par rapport à on va développer quelque chose mais on va pas pouvoir le faire parce qu'on n'a pas tous les outils pour le faire et l'open source nous amène des outils qui existent qu'on peut juste mettre en œuvre et améliorer, continuer. Ça c'est vraiment une valeur ajoutée pour des équipes réduites. Tout à fait. Je voulais te poser une dernière question, Gilles, pour faire le lien justement avec la veille technologique que tu effectues. Et le fait que en tant qu'entrepreneur, j'imagine que ça prend aussi beaucoup de temps et que c'est justement la denrée la plus rare, c'est le temps. Est-ce que tu aurais des conseils à donner cette fois-ci non pas à des gens qui voudraient trouver un emploi ou alors se former personnellement, mais plutôt des gens qui aimeraient entreprendre dans le milieu du digital? Est-ce que tu aurais un ou des conseils à donner à ces gens-là? J'en ai un. Un conseil à donner, c'est il faut écouter son entourage. Parce que c'est super compliqué de se lancer, encore plus aujourd'hui. Donc moi j'ai connu un moment où longtemps ça me semble on pouvait tout faire tout seul. Aujourd'hui ça n'est plus possible. D'ailleurs on voit le nombre de formations qui explose, d'accompagnement, on accompagne les jeunes entrepreneurs pour qu'ils deviennent entrepreneurs, on leur donne plein de formations. Je pense que le premier conseil c'est écouter ce qu'on dit, pas tout prendre texto, filtrer et après donner du temps à soi-même. C'est vraiment important. Okay. Merci beaucoup, Gilles. Avec plaisir. Merci à vous.